La grandeur de l'homme réside dans sa capacité à toujours devenir plus grand. Cette gourmandise d'horizons nouveaux, d'espaces plus vastes et de découvertes d'inconnus défiant les limites du raisonnable ne reflète-t-elle pas une volonté de dépasser nos propres peurs ? Cette aspiration montre que nous sommes capables d'accéder ou de défier le grand divin dans notre quête de sens. Pour transcender, mais que dis-je, pour fondre tel un acide la tradition et les limitations et ainsi fusionner avec l'univers. Derrière cette audace de vouloir briser les barrières établies, ne peut-on y voir un chemin d'évolution pour devenir ce que Nietzsche appelait le surhomme ? Dans cette quête d'évolution, Neptune apparaît comme un lien entre les profondeurs connues de notre système solaire et l'insondable des régions transneptuniennes. Il nous élève au-delà du rayonnement solaire, au-delà de notre individualité et de la conscience pour laisser place à l'immatérialité et à l'essence du subtil. La découverte de Neptune marque une avancée technologique de premier ordre, celle du triomphe de la mécanique céleste. Tout commence avec Alexis Bouvard, un astronome de l'Observatoire de Paris qui remarque des irrégularités dans le mouvement d'Uranus et il émet l'idée qu'un autre corps céleste pourrait en être responsable. Donc en 1843, John Couch Adams, un mathématicien anglais, commence à travailler sur ce phénomène. Parallèlement, en 1846, François Arago, astronome et physicien alors directeur de l'Observatoire de Paris, va pousser Urbain Le Verrier, qui est lui ingénieur passionné de mécanique céleste, à effectuer des calculs similaires. Et leurs travaux, qui sont indépendants, chacun dans deux pays différents, permettent de déterminer la position et la masse de ce corps avec une précision tout à fait remarquable. Le 23 septembre 1846, grâce au calcul de Le Verrier, Johann Gottfried Galle, qui est un astronome prussien qui est basé à l'époque à l'Observatoire de Berlin, pointe son télescope vers la constellation du Verseau et là, à moins de 1 degré de la position prédite par les deux astronomes, il découvre Neptune. Et ça, c'est un triomphe pour l'époque, c'est un triomphe pour la mécanique céleste qui va prouver que les mathématiques pouvaient révéler l'invisible dans l'univers. Cela dit, il faut savoir qu'elle avait déjà été observée par Galilée 233 ans plus tôt, alors que Neptune était en conjonction avec Jupiter durant l'hiver de 1612 et 1613, une observation qui avait été consignée à l'époque dans son carnet de croquis, pensant tout simplement qu'il s'agissait d'une simple étoile. C'est tout de même assez fantastique car il faut savoir que Neptune n'est pas visible à l'œil nu. Située à environ 4,5 milliards de kilomètres du Soleil, elle est la 8e planète de notre système solaire et fait partie des planètes géantes gazeuses. Alors, je ne sais pas si vous saviez que Neptune possède aussi 5 anneaux principaux. Et oui, cette information a été confirmée par la sonde Voyager 2 en 1989 suite à des occultations qui ont été observées depuis la Terre. Alors qu'est-ce qu'une occultation ? Pour ceux qui ne sont pas au fait, c'est un phénomène qui empêche l'émanation de la lumière d'un corps céleste, partiellement, on parle alors d'occultation secondaire, ou entièrement, et là on parle alors d'occultation principale, créant ainsi des variations de lumière en bloquant complètement la lumière. Alors, on revient à Neptune. Ce sont 5 anneaux principaux qui l'entourent, dont le plus externe contient 3 arcs de matière plus dense. Et c'est d'ailleurs celui-ci qui a été responsable des occultations secondaires observées depuis la Terre. Ces anneaux ont été nommés Galle, Le Verrier, Lassell,
Arago et Adams, en l'honneur de tous ceux qui ont contribué à cette découverte. Et les 3 arcs de matière plus dense dans l'anneau Adams ont été baptisés des noms liberté, égalité et fraternité, car ils ont été découverts lors de la célébration du bicentenaire de la Révolution française en 1789. Contrairement aux anneaux complets, les arcs ne couvrent qu'une portion de l'anneau et leur stabilité est maintenue par les interactions gravitationnelles avec les lunes de Neptune, notamment Galatée. Mais il faut savoir que Neptune possède quand même 14 lunes connues à ce jour, dont la plus célèbre est Triton, car son orbite est rétrograde, c'est-à-dire qu'il orbite dans la direction opposée à la rotation de Neptune. Donc les arcs sont composés, on pense principalement de particules de glace et de poussière, possiblement recouverts de matière organique assez sombre. Alors, on va revenir aux particularités de Neptune. Avec un diamètre de 49 244 km, Neptune est à peine plus petite qu'Uranus, cependant sa masse est légèrement supérieure, de l'ordre de 17,2 fois celle de la Terre, pour vous donner une petite idée, contre 14,5 fois pour Uranus, ce qui lui confère la masse volumique moyenne la plus élevée des planètes géantes. Sa structure interne serait composée de glace fondue et de matériaux rocheux. On pense qu'elle possède un noyau solide composé de fer, de nickel et de silicate. Ce noyau est entouré d'une couche intermédiaire formée de glace et de liquide, principalement de l'eau, de méthane et de l'ammoniac. Enfin, l'atmosphère externe est constituée d'hydrogène et d'hélium avec des traces de méthane. Donc la température de la couche la plus extérieure est d'environ moins 218 degrés Celsius, mais elle augmente considérablement à mesure que l'on se rapproche du noyau. Son orbite maintenant, il est légèrement elliptique avec une excentricité très faible, ce qui signifie qu'elle est presque circulaire, donc son point d'aphélie est situé à environ 4,55 milliards de kilomètres du Soleil et son périhélie est à environ 4,45 milliards de kilomètres. Neptune met environ 165 ans pour faire un tour complet autour du Soleil et une journée sur Neptune correspond à 16 heures de notre temps terrestre. Donc c'est une rotation assez rapide et ça va causer des tempêtes qui vont être spectaculaires puisque les vents ont été estimés à une vitesse de 2100 km/h, marquant un petit peu son paysage. Vous savez, vous avez des grandes taches sombres qu'on observe depuis la Terre. Et ça fait une sorte de tourbillon, donc c'est assez joli. Sur le plan orbital, Neptune est incliné de 1,77 degrés par rapport au plan de l'écliptique et son inclinaison axiale est de 30 degrés. Petite particularité concernant le champ magnétique de Neptune qui est incliné d'à peu près 47 degrés par rapport à son axe de rotation et donc il n'est pas centré sur la planète, ce qui le rend assez chaotique d'ailleurs. Donc il semblerait qu'il soit généré non pas par le noyau métallique comme c'est le cas de la Terre, mais plutôt par les mouvements des fluides d'une couche interne faite d'ammoniac, d'eau et de méthane. Donc il serait à peu près de force égale à celle de la Terre, mais sa structure décalée et inclinée vont causer des variations qui créent des phénomènes assez intéressants comme les aurores. Mais ce n'est pas les mêmes aurores que celles de la Terre. Et on ne peut pas terminer sans parler de la couleur bleue très particulière de Neptune, qui est principalement due à la présence de méthane dans l'atmosphère, qui va absorber la lumière rouge du Soleil et va réfléchir la lumière bleue. Mais c'est pas vraiment la seule explication, donc en tous les cas elle n'est pas suffisante pour expliquer cette intensité de bleu, donc on pense qu'il y a d'autres composants atmosphériques encore inconnus à ce jour, ou peut-être des processus atmosphériques dont on n'a pas connaissance, qui vont contribuer à cette coloration tout à fait particulière. Un mini trident pour symboliser la domination d'un dieu sur un élément plutôt indomptable qu'est l'eau.
Alors il faut savoir que le trident s'est imposé un peu comme une évidence en référence au trident de dieu romain Neptune, mais à l'origine, la première suggestion pour représenter cette planète était ni plus ni moins qu'un enchevêtrement des initiales d'Urbain le Verrier pour le symbole de Neptune. Donc le trident est doté d'une grande puissance mythique. On raconte qu'il a été forgé par les Cyclopes pour remercier Poséidon de les avoir libérés de l'emprisonnement imposé par Cronos. Donc le trident évoque aussi l'outil que les pêcheurs utilisent pour attraper les poissons. Dans le mot trident et dans le glyphe ressort évidemment le chiffre 3, symboliquement élevé sur une croix. Donc on pourrait dire que la croix représente les choix que l'on fait dans notre vie, nos chemins d'incarnation qui nous permettent d'accéder à la Trinité ou à la Triade. Par exemple, en alchimie, le 3 est associé au principe de Paracels, c'est-à-dire le soufre, le mercure et le sel, qui vont être le symbole de l'âme, de l'esprit et du corps. Donc l'interaction est essentielle pour atteindre une transformation. Et puis le chiffre 3 représente aussi la matière sous ces 3 états. Donc nous avons le solide, le liquide, le gazeux qui vont être en lien aussi avec la trinité des éléments comme la mer, le ciel et la terre. C'est également le passé, le présent et le futur, ou encore le minéral, le végétal et l'animal, tous contenus dans l'eau. Le trident a aussi une dimension nourricière, puisqu'il a 3 pics qui vont permettre de chasser dans l'eau, dans le prolongement de la croix. Donc sa symbolique va s'orienter davantage vers une dimension qui va allier le plan terrestre et le plan spirituel. On pourrait parler de nourriture spirituelle, d'une quête où l'on cherche à nourrir son esprit du subtil et établir ce lien entre la terre, le ciel et soi-même, afin d'opérer cette transformation dont parle le processus alchimique sur soi et de pouvoir s'élever vers le spirituel. D'un point de vue psychologique, maintenant, on ne perdra pas de vue, évidemment, qu'on a une référence entre le soi, le moi et le ça. Donc l'individualité, la conscience de soi et l'instinct, parce qu'il ne faut pas oublier que Neptune nous emmène dans les profondeurs de ce monde, un univers un petit peu chimérique, symbolisé par notre capacité à accéder à notre inconscient à travers nos rêves par exemple, ou dans nos instincts primaires, y compris celui de se nourrir pour survivre. Donc on a aussi le fait de nourrir notre être. Il y a un petit rappel entre l'instinct du chasseur lié à l'obligation de nourrir notre corps, ce qui permet ensuite d'accéder au bien-être de l'esprit. C'est une sorte de réconciliation entre la matière ingérée, le processus de digestion et la transformation pour nourrir notre esprit. Neuvième chant de l'Odyssée d'Homère. Polyphème est le fils de Poséidon et de la nymphe Tousa. C'est le plus sauvage, mais aussi le plus célèbre de tous les cyclopes, et il vit dans une caverne en Sicile avec son troupeau de moutons dont il est le berger. Secrètement amoureux de la nymphe Galatée, qui elle-même était prise d'Assis, donc Polyphème tente d'écraser son rival sous un rocher et réussit à le tuer. Un jour, Ulysse débarque en Sicile suite à une tempête et il va se réfugier avec une douzaine de ses compagnons dans la caverne de Polyphème. Le cyclope les surprend et commence par dévorer plusieurs d'entre eux. Donc Ulysse, observant la situation, élabore un plan. Il trouve un grand tronc d'olivier dans la caverne et avec l'aide de ses compagnons, ils vont tailler et aiguiser un pieu géant. Et le soir venu, ils offrent du vin à Polyphème qui n'a jamais goûté un breuvage aussi délicieux et s'endort profondément ivre.
Profitant de son sommeil, Ulysse et ses hommes chauffent le pieu à blanc dans le feu, puis l'enfoncent dans l'œil unique du Cyclope, le rendant ainsi aveugle. Alors au petit matin, les Grecs s'enfuient en s'accrochant sous le ventre des moutons pour échapper au contrôle du géant aveuglé qui touche de ses mains tout ce qui sort de la caverne. Une fois sur son bateau, Ulysse interpelle Polyphème et lui révèle son nom tout en se moquant de lui, ce qui va enrager Polyphème qui va arracher de la falaise un énorme rocher et le jeter dans l'eau en direction du navire d'Ulysse, mais il le manque de peu. Polyphème, après avoir été aveuglé par Ulysse, lance une malédiction sur lui en faisant appel à son père Poséidon pour qu'il puisse l'aider. Donc voici le passage de l'Odyssée. « Écoute, Poséidon, aux cheveux bleus, maître des terres, si je suis vraiment ton fils, toi qui prétends m'avoir fait, empêche de rentrer chez lui cet Ulysse, fléau des villes. » Et cette malédiction va condamner Ulysse à une errance de 10 ans où il devra affronter des défis plus périlleux les uns que les autres. Quand Ulysse interroge le devin Tirésias au pays des morts, Tirésias lui révèle la prophétie. « Tu désires un doux retour, illustre Ulysse, un dieu va te l'aigrir. » Car je ne pense pas que Poséidon oublie. Son âme est pleine de rancune, il t'en veut d'avoir aveuglé l'un de ses fils. On se rend compte ici de l'ampleur de Poséidon, sa ténacité et la rancune dont il est capable. C'est ainsi que l'on perçoit Poséidon, qui est décrit comme ayant une nature capricieuse, semblable à l'eau d'ailleurs. Il peut être bon et nourricier lorsqu'il est satisfait par des sacrifices, apportant une mer calme, une mer sereine. Cependant, lorsqu'il est contrarié, il peut devenir extrêmement destructeur, provoquant des raz-de-marée, des inondations. Donc sa colère n'a aucune limite lorsqu'il est offensé, ce qui est bien illustré par les épreuves que doit endurer Ulysse. Il est d'ailleurs impliqué dans plusieurs mythes, comme celui de la guerre de Troie, ou encore sa confrontation avec Athéna pour la protection d'Athènes, qui le représente comme un dieu plutôt perdant, rejeté ou déchu, en plus d'être contraint à l'autorité de son frère Zeus. Mais on va remonter un petit peu à la genèse de Neptune, qui fait partie du panthéon romain, où il était associé aux eaux vives et aux sources. Mais quand les Romains vont affirmer leur suprématie, notamment navale sur les Grecs, ils vont aussi assimiler Neptune au dieu grec, donc au dieu Poséidon, où ils vont regrouper ses fonctions de protecteur des pêcheurs, des bateliers et des chevaux, ainsi que dieu de la mer et des océans. Donc il est le fils de Saturne et de Ops, et ses frères sont rien que Jupiter et Pluton, donc Zeus et Hadès dans le panthéon grec. Quand leur père Saturne ou Chronos est détrôné, le sort attribue le royaume de la mer à Poséidon, Hadès quant à lui reçoit le monde souterrain, et Zeus celui du ciel. Alors, il faut savoir que Neptune est vu comme un don Juan, avec de nombreuses maîtresses, mais il a tout de même épousé Amphitrite, avec qui il a eu beaucoup d'enfants. Son culte était surtout dédié à la protection des voyageurs en mer, mais aussi contre les tremblements de terre et les déluges, parce que à l'origine, Poséidon était aussi un dieu de la terre, et beaucoup de ces anciens lieux de culte en Grèce se trouvaient à l'intérieur des terres. Alors d'ailleurs, son nom signifie époux de la terre ou seigneur de la terre, car il gouvernait les mouvements telluriques, mais tous les liens que Poséidon entretenait avec cette partie terrestre vont lui être pratiquement retirés avec le culte romain, qui l'identifieront davantage comme étant un protecteur des mers que de la terre. Il va quand même garder son lien avec les chevaux, car il est le père du cheval ailé Pégase. Alors pourquoi ? Parce qu'on raconte qu'il aurait abusé ou eu une relation avec Méduse lorsqu'elle était encore vestale dans le temple d'Athéna, qui va être furieuse de voir ce lieu sacré profané. Donc Athéna transforme Méduse en Gorgone,
une créature qui est capable de pétrifier ceux qui croisent son regard. Et quand Persée décapite Méduse, la semence de Poséidon étant toujours présente dans le sang de Méduse, va donner naissance à Pégase et au géant Chrysaor. Alors, malgré son tempérament, Poséidon, devenu Neptune, était fort apprécié dans certaines villes de la Grèce antique, et encore plus dans la société romaine, où il est célébré lors des Jeux isthmiques, et il va naturellement gagner en popularité durant toute l'histoire de la Rome antique. La fonction de Poséidon ou Neptune dans l'Odyssée d'Ulysse, la symbolique du trident et même la place de Neptune dans notre univers esquisse déjà un profil archétypal qui ouvre les portes de l'inconscient. Avec la découverte de Neptune en 1846, cette symbolique s'est enrichie, nous permettant de conscientiser une part de l'esprit. Cette progression se complète avec la découverte de Pluton en 1930, ce qui va matérialiser une nouvelle dimension psychologique et archétypale. Le développement de la psychologie en tant que science commençait en 1879 avec le premier laboratoire de Wilhelm Wundt, cadre parfaitement avec les découvertes symbolisant notre exploration toujours plus profonde de l'inconscient et des mystères de l'être humain. Parce que nous assistons au jaillissement d'une force qui sort de la brume, qui n'a pas conscience du passé et de l'avenir, et qui n'a pas conscience non plus des acquis sociaux, et qui avance comme désorienté par les forces célestes. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va accéder à un nouveau langage, celui de la germination des névroses et des pensées incontrôlables qui surgissent car nous avons choisi de les refouler, de les oublier et de les porter dans l'ombre, dans le brouillard. C'est un moyen subtil de fuir une réalité qui n'est pas en accord avec le moi conscient. Neptune a ce pouvoir de dissolution qui rend ses actions insaisissables et vraiment mystérieuses. C'est un archétype qui consume l'ego jusqu'à sa complète dissolution. Il y a un désir d'appartenir à une infinité, de se fondre dans l'universalité pour ne faire qu'un tout. Alors, comment cela se manifeste-t-il ? Parce qu'on peut se sentir submergé par les émotions, débordant d'amour pour l'autre, noyé par sa compassion au point de ne plus fixer de limites, parce qu'on n'a même plus conscience de leur existence. On est, comment dirais-je, comme une goutte d'eau dans l'océan, sans savoir qu'on n'est pas l'océan. C'est ainsi qu'on s'emplit des autres, comme s'il s'agissait de nous-mêmes. On fait partie des autres comme si c'était nous. On fait partie du tout sans avoir conscience que nous sommes une simple gouttelette et que finalement, cet état de goutte constitue l'océan. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sans l'unicité de la goutte, il n'y a pas d'océan. Alors on pourrait même dire que c'est dans cette juste proportion que vous verrez aussi l'envers de cette médaille. Parce que ce qui manque de différenciation peut apporter une vraie désillusion qui va être aussi grande et infinie que ce que vous avez projeté. Donc littéralement, vous allez être aspiré dans vos propres profondeurs. Selon Liz Green, Neptune représente l'archétype de l'évasion, de la transcendance et de la recherche de rédemption. Elle associe donc Neptune à une énergie qui peut à la fois inspirer des rêves, inspirer des visions créatives, mais aussi induire des désillusions ou des déceptions. Et effectivement, on est dans le désir d'atteindre une réalité idéale, qui va donc au-delà du plan terrestre, parce qu'il n'y a pas de réalité idéale. Donc c'est une vision
tout à fait louable, hein, du moment qu'elle reste dans la conscience de ce qui est atteignable et réaliste. Donc dans la vision de Lise Green, qui rejoint aussi celle de Dan Rudhyar, l'influence de Neptune se manifeste à travers des thématiques de dissolution des frontières de l'ego, de compassion aussi universelle et de profonde empathie. Donc, elle met bien sûr en garde contre les aspects plus sombres de Neptune, tels que la confusion bien sûr, mais aussi l'évasion de la réalité et les déceptions. Alors, on n'a pas encore fait le rapprochement avec l'Odyssée d'Ulysse, que je n'ai pas choisi par hasard. Le côté sombre de Neptune se manifeste par une obligation de le contenter. Et lorsqu'il ne l'est pas, cela provoque des débordements de colère et de haine. On voit aussi qu'il a une certaine ténacité, voire une ténacité incommensurable. Donc, à l'inverse, lorsqu'il est satisfait, on bénéficie de ses bonnes grâces nourricières, de son empathie, de son amour et de sa générosité qui font tant de bien. Dans l'Odyssée, Polyphème, le fils de Poséidon, prie son père d'empêcher Ulysse de rentrer chez lui. Poséidon, dans son amour inconditionnel pour sa progéniture, s'exécute. Il provoque donc une errance extrêmement longue pour Ulysse, car il est furieux, montrant que sa colère et sa haine sont débordantes, à la hauteur de son amour d'ailleurs pour Polyphème. On constate aussi que si on va dans le sens de Neptune, il est capable de donner, d'avoir une énorme générosité, mais à l'inverse, si on nage à contre-courant, il va développer une haine incommensurable. Donc il a ce double aspect, haine, amour, qui sont aussi grands l'un que l'autre. Donc on constate bien que Neptune a cette outrecuidance de vouloir être reconnu à tout prix. Ce qu'il n'obtient pas forcément avec son frère Jupiter, puisqu'il est sous son autorité. Il est comme confiné dans une sorte de contenant, et mettre des limites à l'eau, c'est pas quelque chose qu'il vit très bien, qui est très facile en tous les cas. Donc il l'accepte par amour, par don de soi, ou pour vivre un idéal de famille aussi, mais il ne faut qu'aucune goutte ne fasse déborder le vase, sinon c'est la déferlante. Vous avez un petit peu compris l'idée, donc je vais m'arrêter là, mais n'oubliez jamais que Neptune est dans une vraie dualité. S'il ne sait pas fixer de limite, il est autant amour que haine, et dans une grande profondeur. Donc ce sont des comportements qu'en psychologie on apparente à des vraies névroses, avec lesquelles on peut parler de dépendance, d'ambivalence, de dichotomie dans le comportement et de débordement émotionnel. Donc il est important de savoir fixer des limites. Avec la découverte de Neptune, nous étions prêts à découvrir l'insondable de notre inconscient. Nous étions prêts à entendre, à écouter. Nous étions prêts à évoluer. La définition de l'archétype nous a finalement appris énormément de choses sur Neptune, et c'est ce qu'il va être important de faire résonner en astrologie. Alors, je vais commencer par une petite phrase de Lise Green que j'aime beaucoup, qui dit que Neptune est notre désir d'Éden. Et c'est tout à fait vrai, car c'est une idée qui s'infiltre et infuse dans tout l'être du Neptunien, ou de la Neptunienne, jusqu'à l'emplir et à dissoudre son ego. Il n'y a pas de distinction pour le Neptunien entre le moi et le toi, ce qui peut mener à un état sacrificiel, puisque l'on ne sait pas quels sont nos véritables besoins, nos désirs et notre volonté. Tout disparaît dans cet état de fusion.
Alors, tout comme Pluton, Neptune est une énergie générationnelle, mais contrairement à Pluton, c'est une énergie féminine de réceptivité. André Barbeau, donc un astrologue français de renom, je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de le présenter, considère Neptune comme un symbole de la conscience collective et des énergies transpersonnelles qui l'associent à des forces irrationnelles, à des états altérés de conscience. Il parle d'influences qui transcendent les réalités matérielles et qui vont favoriser des expériences mystiques et intuitives. Et c'est vrai qu'elle symbolise tout ce qui est hors de la raison. La folie, la connexion avec l'invisible, c'est comme si on ouvrait une porte qui va mener hors du réel, vers l'illusoire, pour atteindre l'inspiration et la créativité. Le principe réside dans l'abandon, accéder au flux immersif de transcendance afin de se détacher de la matière et de se libérer pour atteindre le monde subtil. Donc Neptune ouvre sur des états vibratoires comme la musique, l'art, la magie et la religion. C'est une sorte de canal énergétique entre le monde des hommes et celui des dieux. Le monde mythique des sirènes, des monstres marins, des chasseurs de trésors, des églises, des templiers et la quête de la vérité universelle. Rien que ça. On remarque également une dualité forte car on est à la fois le sauveur et celui qui veut être sauvé. On est à la fois la victime et le bourreau. Tout cela va se mélanger car les limites ne sont pas clairement établies. Il y a même une volonté d'imposer sa réalité personnelle aux autres. Et cette tendance provient du fait que ces individus ont souvent vécu en fusion avec leur mère depuis leur création et finalement, ils ne connaissent pas forcément ou n'imaginent pas forcément l'individualisation. Alors évidemment, tout ça, c'est une image de l'énergie, mais heureusement, nous ne venons pas tous au monde avec cette seule énergie, bien qu'elle soit rédemptrice, ça va teinter nos planètes personnelles en aspect avec Neptune et colorer ainsi notre personnalité. Donc en maison, elle va indiquer plus les domaines de vie qui seront significativement marqués par cette énergie. Donc je vais prendre par exemple Neptune en 9, ça peut apporter pas mal d'inspiration aux écrivains, en particulier ceux qui vont explorer des thématiques mystiques ou spirituelles. C'est un placement qui attire également des personnes vers des études en théosophie, des pratiques de guérison holistique ou des métiers plus liés à la santé alternative. On va avoir aussi les grands voyageurs, en particulier ceux qui ont une dimension spirituelle, qui vont chercher à comprendre un sens profond de la vie avec une approche plutôt intuitive, imaginative. Avec Neptune, nous parlons aussi d'une octave supérieure de Vénus. Il est donc de bon ton de parler d'amour avec un grand A, de romantisme, du côté très fleur bleue, voire poétique qui est amené par Neptune, qui va travailler sur un plan horizontal et passif, permettant de créer un lien puissant qui passe par l'émotionnel, l'expression de nos sentiments. Neptune représente ainsi la conscience collective, celle qui nous rassemble autour d'une même énergie. Nous appartenons à la même conscience, au tout, à l'univers, à l'amour universel et inconditionnel. Donc le Neptunien ou la Neptunienne a du mal avec son quotidien. Les obligations et les concessions, c'est pas son truc. Il est difficile de l'astreindre dans un contenant, comme on l'a vu dans la psychologie archétypale. Concernant les rétrogradations, Neptune va encourager à une introspection profonde, voire à une réévaluation de nos illusions, des idéaux qu'on s'est fixés ou des aspirations spirituelles.
on va vivre en tous les cas l'énergie plus en intériorité, ce qui peut rapprocher de l'invisible, mais aussi on peut avoir du mal à rester, à s'ancrer dans le réel. Donc le plus gros challenge pour les Neptuniens, ça va être de trouver des limites, car Neptune dissout les frontières. Donc on peut se perdre et tomber dans les paradis artificiels, dans les addictions, je ne sais pas, les profondeurs de l'illusion, se perdre soi-même dans son idéal, dans son Éden. Cette absence de limite peut conduire à se sentir submergé par les émotions, mais aussi par les besoins des autres. Vous voyez, parce que comme il n'y a pas de limite, on se laisse envahir par ce que veut l'autre. Pour Lise Green, l'un des plus grands défis pour le Neptunien ou la Neptunienne, c'est la quête incessante d'un état d'Éden ou de rédemption. Oui, elle a beaucoup centralisé toute son analyse sur la rédemption. Donc cette aspiration profonde peut mener pour elle à des états de confusion et d'illusion, bon bah ça on l'a vu, où on va chercher à transcender la réalité quotidienne pour atteindre son idéal. Mais là où ça devient embêtant, c'est quand on veut atteindre une perfection. Comme la perfection n'existe pas, ça se complique parce que ça peut aboutir à un sentiment de désillusion, de déception, parce qu'on n'arrive pas à réaliser son idéal. C'est trop difficile, voire impossible à atteindre, donc on se décourage. Et on perd confiance dans le monde matériel. Donc l'énergie de Neptune est transcendantale et idéaliste. Elle offre une vision assez unique d'interconnexion universelle visant à pacifier l'humanité, à trouver l'essence de la beauté en faisant résonner l'intensité de l'inspiration pour apporter un état vibratoire de haut niveau comme la spiritualité, la musique, l'art et la compassion profonde.